Bonjour. Bonjour. Bonjour à Bonjour. tous et bienvenue dans cette Agora. Alors, vous pouvez brancher votre vidéo, qu'on voit vos visages, et couper vos micros quand vous ne parlez pas. On les ouvrira quand on parlera. Bonjour, on voit le visage des Bonjour. candidats. Alors, nous, on est plusieurs. Hein. Ah, vous êtes combien? Voilà. 3. Bonjour. Ouais. Bonjour. Super. On va faire un petit tour d'écran des personnes présentes à cette Agora et n'hésitez pas à tout moment à poser vos questions en cliquant sur Converser en bas du menu qui s'affiche quand vous passez la souris en bas de l'écran. Converser, ça ouvre un chat et vous pouvez poser vos questions ou dire j'ai envie de poser une question. Vous pouvez même lever la main si vous avez envie de poser la question dans les vidéos. Le but, c'est une agora, donc on échange sur les principes. On n'est pas autour d'un arbre, malheureusement, cette année, mais on est quand même tous ensemble pour parler des médias. Et on parlera du rôle des médias pour aider à passer la période de transition probable que nous sommes en train de vivre. Bonjour Paco. Bienvenue. Alors, pour tous les participants, voilà, super. Coupez le micro quand vous intervenez pas, c'est une bonne chose. Et on va commencer cette Agora par la présentation parce qu'on a la chance d'avoir des gens très intéressants aujourd'hui. Alors, quel micro est ouvert? Je vois que le micro de Bernard est ouvert. Alors, Bernard, peux-tu te présenter, s'il te plaît? Je m'appelle Bernard Chrétien, je suis à Bruxelles en ce moment, enfin souvent d'ailleurs, et je suis là parce qu'on m'a invité suite à la réalisation d'un documentaire qui s'appelle Malaria Business, qui questionne le rôle en gros des firmes pharmaceutiques dans la recherche d'autres solutions alternatives comme l'artémisia-noix et le rôle de l'OMS aussi. Donc voilà, je suppose que c'est à ce titre-là que j'ai été invité à participer. Je suis réalisateur de documentaires indépendants. Mon dernier film s'appelle Pour quelques bananes de plus, le scandale du chlordécone, que vous connaissez peut-être aux Antilles, en Guadeloupe et en Martinique. Voilà. Super, merci. Alors, quand tu dis on t'a invité, c'est les dialogues en humanité. Peut-être que je redonne le cadre de cette Agora. On est dans le cadre du Festival citoyen des dialogues en humanité qui questionne cette année comment prendre soin de chaque humain et de la planète. Et j'ai la lourde charge d'animer cette Agora qui va parler des médias en tant que journaliste et spécialiste du journalisme de solutions pour l'association Tout va bien. À côté de toi, moi, je vois Anne-Cécile. Alors, peut-être tout le monde ne voit pas dans le même ordre. Anne-Cécile, qui es-tu? Bonjour, donc moi je m'appelle Anne-Cécile Bras, je présente depuis 10 ans l'émission C'est pas du vent sur Radio France Internationale, qui c'est 2 fois 1 heure par semaine, diffusée le jeudi et le vendredi, et donc c'est sur tous les enjeux environnementaux avec des reportages dans le monde entier, et donc c'est un état des lieux qui documente voilà, l'actualité environnementale de la planète. Super. Merci pour ton expertise. Alors, juste à côté de toi, je vois Gilles. Gilles van der Poten. Alors, je dis que vos prénoms, vous pouvez dire votre nom en entier. Hein. Bonjour à toutes et tous. Donc, Gilles, je dirige une ONG qui s'appelle Reporters d'Espoir, qui fête cette année ses 16 ans et qui travaille depuis 16 ans sur le journalisme constructif ou journalisme de solution. On s'interroge sur comment les médias peuvent refléter davantage la complexité du monde et des situations en ne s'arrêtant pas au constat des problèmes et des catastrophes, mais en allant au-delà, c'est-à-dire en tâchant de chercher, d'identifier des initiatives concrètes ou des mouvements qui parviennent à changer des choses concrètement ou qui sont dans une dynamique, on va dire, constructive. Et voilà, on travaille on fait des études, on observe les médias, on analyse la manière dont ils traitent un certain nombre de questions, notamment climatiques en ce moment. D'accord. Oui, l'actualité s'y prête. Tout à fait. Alors, on a aussi un intervenant expert aujourd'hui autour de cet écran carré et non pas table ronde. Muriel Barra. Bonjour, je remets mon micro. Muriel Barra, oui, moi je suis productrice et gérante de la société de films Lato Sensu Productions. On fait depuis 16 ans maintenant des films documentaires sur, un petit peu comme Gilles, les gens qui s'inscrivent dans une démarche constructive et positive qui nous donnent vraiment des signes de à quoi pourrait ressembler
ce nouveau monde auquel nous aspirons tant. Il y a une quinzaine d'années, mais j'avais fait mes premières interventions sur les dialogues en humanité avec une série qui s'appelait Artisans du changement. J'avais d'ailleurs travaillé avec l'équipe Reporters d'Espoir et on avait à l'époque filmé 60 personnages dans le monde qui nous expliquaient concrètement les principes du développement durable et nous montraient que ça peut marcher partout dans le monde. Et voilà, aujourd'hui, on développe une ligne éditoriale pour les chaînes documentaires qui est vraiment tournée sur comment on peut vivre différemment. Et je viens notamment, c'est aussi pour ça, je crois que j'ai été invitée cette année, de réaliser une série qui s'appelle Un autre chemin, où je suis allée à la rencontre des gens qui vivent en autonomie. Voilà, donc une autre manière de penser le monde aussi. Super. Vous avez rencontré plein de gens qui travaillent au changement, parce que c'est le thème, les journalistes et les médias qui inspirent le changement de cette agora. Anne-Sophie, tu as aussi travaillé sur le rôle des médias. Oui. Bah, moi, je suis journaliste freelance. Avec un métier que j'ai toujours considéré comme étant vecteur de changement et avec des spécialités qui ont toujours été dans le domaine de l'environnement, des alternatives économiques, écologiques et sociales. Et ces 5 dernières années, en effet, la majorité de mon temps, je l'ai consacrée à une enquête qui a donné lieu à un film, documentaire, un livre, une série web et un événement qui interroge la façon dont on consomme l'information, le rapport que l'on a aux médias, l'évolution du secteur médiatique et qui interroge en fait toutes les problématiques de défiance, de traitement de l'information, de hiérarchie, de représentation. Des sujets qui, en fait, bizarrement, depuis un an, sont devenus très... sont quand même arrivés au cœur de nombreux débats. Et avant le confinement, j'étais en train de finir une sorte de tour de France de projection débat. Là, ça a un petit peu repris. Et ça a donné lieu à plein de belles rencontres où j'ai eu des témoignages assez formidables sur la façon dont les gens ressentent en fait aujourd'hui leur rapport à l'info et puis à essayer de leur donner envie d'aller voir un petit peu ailleurs et comprendre que les journalistes peuvent exercer leur métier de manière très très différente. Donc voilà, donc je suis ravie d'être là. Super, merci d'être là. Donc Anne-Sophie Novelle, Muriel Barra, j'ai oublié Catherine André. Alors, ton micro. Bonjour, voilà, donc voilà, Catherine. Ça marche là, vous m'entendez? Ça y est, on t'entend. Oui. Donc moi, je me présente peut-être d'abord sous la casquette de Vox Europe. J'ai cofondé un site sur ce qu'on dit les affaires européennes. Et en 10 langues, j'ai précisé, c'est pas du tout sur la bulle bruxelloise, qu'il y a déjà énormément de médias qui font ça. Mais c'est un site en fait qui vise à traiter les sujets qui traversent les frontières et ils sont très nombreux. Tous les enjeux d'aujourd'hui, donc qui tournent essentiellement autour des questions changement climatique, questions écologiques, questions de démocratie, de droits humains, les questions de genre, d'inégalité et d'égalité, donc en fait qui nous concerne tous en tant qu'Européens, sachant qu'une des barrières principales à la circulation de l'échange d'informations, ce sont les langues, la difficulté finalement de comprendre et de lire parfaitement d'autres langues. Donc c'est un site en 10 langues que j'ai cofondé au moment où j'ai quitté Courrier International, où j'ai travaillé pendant presque 20 ans, et qui au départ était partenaire du dialogue en humanité. C'est comme ça que je suis arrivée dans l'aventure. C'est pas à proprement parler du journalisme de solution, en tout cas c'est pas le nom, mais je dirais que l'impact qu'on essaye d'avoir, c'est de donner une information plus ample par le truchement des langues, mais aussi par le fait de pouvoir donner à voir ce qui se passe concrètement sur le terrain, aussi au niveau des initiatives et des alternatives, un peu partout dans ces pays. Idéalement, je ferais le monde, mais c'est déjà très ambitieux de le faire en 10 langues. C'est énormément de boulot. Et par ailleurs, je suis rédactrice en chef adjointe à Alternatives économiques, où j'ai travaillé à son tout début il y a 30 ans et je suis revenue il y a 5 ans maintenant. Et je fais ça, voilà. Ici, pour les dialogues, c'est plutôt pour Vox Europe. Voilà.
Super. On n'est pas tous journalistes de solutions. Je sais que je vous embête beaucoup avec le journaliste de solutions, mais on tolère aussi toute forme de journalisme, mais on a tous un impact. Donc, il y a des journalistes, il y a des producteurs, il y a aussi des… Alors, si vous avez envie de prendre la parole, vous n'hésitez pas, vous ouvrez le micro, vous levez la main, vous faites des signes, vous prendrez la parole. La thématique de cette agora, on est ensemble jusqu'à 16h30, il est 15h10, c'est comment les médias participent au changement de paradigme qu'on attend tous, comment on agit. Quel rôle, selon vous, ça peut être à la fois les personnes qu'on a vues qui ont une expertise, que ce soit à RFI ou autre, ou vous, participants, l'agora, on est tous au même niveau, on discute tous ensemble. Quel rôle ont pour vous les médias à jouer dans la transition écologique et dans l'invention du monde d'après, ce fameux monde d'après? Tu poses la question à tout le monde en même temps? Ouais, comme ça on a peur de rien, moi. D'accord. Oui, on ne savait pas trop si on devait parler ou pas. Il y a un petit… Non, parce qu'on n'aura pas tous la même réponse, je pense, et ce serait dommage d'avoir qu'une réponse. Après, vous aurez des questions individuelles, mais là, la question, puis pour voir aussi ce qu'attendent les participants, est plus générale. Ouais. Bon, alors, puisque j'ai répondu, je commence. Donc, pour moi, je pense que les médias, c'est évidemment une goutte d'eau, hein, surtout qu'il faut réussir à exister maintenant au milieu d'un flux d'informations qui est très dense, notamment au milieu des réseaux sociaux. Donc, c'est vrai que déjà, il faut essayer de démontrer qu'on a une information vérifiée et avec des intervenants ou des reportages, des choses qui sont vraiment pas du tout dans le domaine du fake news, parce que c'est quand même, notamment sur les sujets environnementaux, comme tous les sujets, un combat. Et après, moi, je pense avec beaucoup d'humilité que, en fait, j'essaye de jouer un double rôle, c'est-à-dire d'avoir d'une part de donner la parole aux scientifiques ou aux personnes qui peuvent nous faire un état du monde sans concession, où là, c'est souvent anxiogène, mais en même temps, ça ne sert à rien de faire l'autruche. Donc, on parle de l'état de la biodiversité, de l'ampleur du dérèglement climatique, avec dès qu'il y a des rapports qui sortent, des livres, des analyses un peu fouillées pour expliquer que le monde va mal. Et après, pour se remonter un peu le moral, quand même, l'idée, c'est de mettre en avant des pratiques, alors on peut appeler ça des solutions ou des initiatives, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, de l'énergie, de la construction, du transport, enfin tous ces sujets qui ont un impact sur l'environnement. Et de faire en sorte, alors moi comme je travaille sur RFI, c'est un prisme un peu particulier, que ce soit des exemples qui puissent être aussi bien appropriables au nord comme au sud. Parce qu'en fait, les problématiques sont les mêmes. Et c'est ça qui est très intéressant. Et du coup, souvent, moi, c'est vraiment ma ligne éditoriale. J'essaye de faire en sorte que, je ne vais pas parler du dernier lave-vaisselle 3A, par exemple, parce que ça ne va pas beaucoup concerner mes auditeurs. Par contre, expliquer comment est-ce que on peut limiter l'impact de son téléphone en changeant le moins souvent possible et en prenant plutôt du reconditionné plutôt qu'en achetant un neuf. Enfin, c'est un exemple tout bête, mais ça concerne tout le monde, quoi. Notamment en Afrique où ils ont en moyenne 3 ou 4 téléphones par personne. donc voilà. Donc l'idée, c'est ça, c'est mélanger d'une part l'état des lieux avec, en parallèle, comment agir en s'inspirant de ce que font d'autres personnes de par le monde. Et tu as l'impression d'avoir un rôle, un impact dans ce que tu fais, dans ton travail sur le… Alors, comme ça fait 10 ans et qu'en 10 ans, ça s'est largement dégradé, la réponse est non. Ah ouais. Voilà. Non, j'ai aucun impact. C'est un peu compliqué de dire ça. On a quand même 5 millions d'auditeurs. C'est pas du vent, donc d'après les statistiques, donc 5 millions d'auditeurs, ça fait quand même un impact. Après, il y a une vie après l'émission, c'est-à-dire qui m'échappe en fait. C'est-à-dire que moi, je mets les liens de toutes les associations, de toutes les entreprises, de toutes les personnes qui parlent dans les émissions. Les gens se connectent sur la page et après, ça vit sa vie. C'est-à-dire que parfois, je sais que grâce à un reportage
au Mali, il y a des choses qui vont se faire aussi au Niger, au Burkina Faso et en France. Et voilà, par exemple, je sais pas, quand on parle d'agroécologie, ça concerne tout le monde. Donc, il y a des réseaux qui se créent, parfois, je le sais, derrière l'émission, avec des gens qui se contactent, qui échangent leurs expériences. Mais il y a toute une partie que je ne sais pas. Donc après, quand j'ai la chance d'aller beaucoup en reportage sur le terrain, et de temps en temps, je rencontre un auditeur qui me dit bah, « grâce à vous, j'ai fait des études, j'ai choisi de faire des études dans l'environnement » ou on m'emmène, par exemple, une fois j'étais à Cotonou au Bénin, il y avait un jeune homme qui m'attendait à la réception de l'hôtel et il me dit « j'aimerais vous emmener voir quelque chose » et il m'a emmené dans son atelier de recyclage du plastique et en fait, il avait entendu un reportage dans C'est pas du vent de comment il faisait ça à Ouagadougou, au Burkina Faso et en fait, il les a contactés et il a mis en place exactement la même chose à Cotonou. Donc là, oui, dans ces moments-là, on dresse un peu les épaules, on se dit alors là, j'ai un impact. Mais après, je pense que c'est bien, surtout par exemple en cette période de crise sanitaire ou post-crise sanitaire, quoi qu'il arrive, de diffuser des paroles qui font réfléchir, qui essayent de faire germer des petites graines dans la tête des gens. Après, est-ce que ça devient des plantes ou est-ce qu'elles dorment, ces graines? C'est difficile de s'en rendre compte, quoi. C'est un rôle de transmission pour toi, finalement, le rôle de journaliste. De toute façon, le rôle de média, ce n'est que ça, hein, c'est faire le lien entre le sachant et enfin, le sachant ou la personne qui s'exprime et puis le grand public, quoi. Donc oui, c'est un rôle de transmission. De transmission. Et après, ce qui en arrive va au-delà du journaliste. Muriel, tu avais envie de réagir à ce qu'a dit Anne-Cécile? Oui, dans la continuité. Alors, j'espère que vous m'entendez bien parce que je suis dans un endroit probablement un peu bruyant. Mais moi, je voulais aussi, dans la continuité de ce que dit Anne-Cécile, parce que bien évidemment, j'adhère à tout ce qu'elle dit, mais moi, je voulais aussi parler de cette dimension d'un récit aussi et de notre fonction dans les médias de raconter des histoires, particulièrement dans la mienne en tant que productrice, réalisatrice, où on va vraiment raconter des histoires et de comment on fédère une société à travers un récit. Et de quelle est notre responsabilité aussi aujourd'hui en tant que médias de porter des récits face à des gens qui n'ont pas, comme nous, la chance de pouvoir être vraiment au fait de tout ce qui se passe dans le monde, parce que c'est ça notre métier. Moi, je pense que c'est vraiment très important qu'on porte tous cette responsabilité, cette conscience-là, qu'on a mission vraiment de faire avancer les gens et de prendre parti aujourd'hui, de ne plus se poser en tant que transmetteur d'informations de manière neutre, mais aujourd'hui de réellement prendre parti à ce changement essentiel. Et voilà, moi, quand tu parlais, Anne-Sophie, de cette dimension d'inspiration, c'est vraiment ça ce que j'essaye de faire moi, c'est vraiment de raconter des histoires qui, je le pensais au début quand j'ai commencé à faire ce métier, qui pouvaient expliquer comment le changement allait se mettre en place. Et en fait, que je me suis rendu compte, parce que pour avoir filmé beaucoup de ces personnages-là, qui ont fait ce choix de changement de paradigme, qui vivent radicalement différents et qui, au-delà de l'inspiration, donnent en fait une envie, transmettent une envie d'aller vers autre chose. En fait, c'est comme si, on le sait, tous les jours, les gens sont étouffés par des informations négatives. Et c'est très, 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 très difficile de pouvoir imaginer ce qu'il peut y avoir de l'autre côté, en fait, de pouvoir imaginer cette transformation-là. Donc, quand on a des personnes, quand on a la chance de pouvoir rencontrer des personnes qui ont franchi le pas, qui ont refusé vraiment de continuer à servir ce système qu'on sait être destructeur, qui sont passés dans ce fameux changement de paradigme-là, de pouvoir les mettre en avant de manière très large et positive, puisque c'est ce qui nous renvoie. Et on se rend compte que ça fait naître chez les gens de l'envie, tout simplement, d'être aussi épanouis, heureux qu'eux. Et après, une fois qu'on a déjà très profondément fait ressentir en eux cette joie, en fait, que ces gens-là vivent au quotidien, quand on est dans cette construction positive d'une vie, en fait, le chemin est beaucoup plus facile à faire, quoi. Et ça va au-delà de chiffres, de rapports, de choses pour lesquelles on est mais totalement... on se sent impuissant face à quand on nous dit on a éradiqué 60% de nos vertébrés en 40 ans, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse face à ça, en fait? Mais quand on va voir des personnes qui sont juste comme nous, en fait, et qui sont dans quelque chose de très positif, on va comprendre finalement que leur mode de vie, il participe à atténuer peut-être cette première information. Mais c'est déjà une profonde envie que je pense nous avons la mission
de faire naître aujourd'hui, de changer de récit, de changer d'histoire réellement face à toutes les personnes qu'on touche par nos films, par la radio, par nos écrits, par tout ça. Voilà, c'était super. ça. Merci pour ta passion. On retient la force de l'exemple pour pousser à l'engagement et pour créer un récit collectif commun qui soit fédérateur et qui nous pousse à avancer. Il y a Corinne et Gilles qui voulaient prendre la parole en même temps. Je trouve que c'est particulièrement lié avec le dernier livre que vient de sortir Gilles. Peut-être laisser la parole à Gilles et juste après vous, Corinne, après Gilles. Merci. Je rejoins tout à fait ce que disait Muriel sur l'idée de pas simplement décrire les malheurs du monde, mais aussi la prise d'initiative et sans aller jusqu'aux solutions, parce que qu'est-ce qu'une solution, ça se discute, mais le mouvement et les initiatives constructives, les histoires de résilience. Et c'est quelque chose qui pose pas vraiment de questions aux journalistes que nous sommes ici. Et j'interviewe de temps en temps notamment des reporters de guerre, des gens qui sont allés sur des terrains de conflit, et ce sont les premiers à comprendre cette nécessité-là. Eux qui sont envoyés sur des terrains où évidemment c'est les sangs et les larmes et évidemment la catastrophe. Eh bien, eux nous disent j'aimerais qu'on m'envoie aussi sur le terrain pour assister à la reconstruction. C'est pas toujours le cas. Et ils comprennent d'autant plus qu'ils ont vu la misère et la souffrance qu'il faut aussi donner à voir des initiatives. Et ça rejoint, pour citer quelques études, ça rejoint des études. Alors, d'une part, il y a une attente de la population. J'ai une étude sur laquelle, face au climat, qui est quand même pas l'enjeu le plus facile à résoudre, face au changement climatique, vous avez les 3/4 de la population française qui estime qu'on a encore beaucoup de solutions à mettre en œuvre pour améliorer les choses. Donc, il y a une attente ou un espoir, en tout cas, à ce qu'on trouve des remèdes. Et quand on les interroge sur le rôle des médias, c'est ce qu'a fait notamment Radio France, quand ils ont fait une grande enquête, ma télé, ma radio, demain, vous aviez 88% des répondants, vous avez plus de 100 000 personnes qui avaient répondu à ce sondage, qui disaient on veut plus d'initiatives positives. Alors chacun avec ses mots, qu'on parle de positif, de solutions, à la limite, peu importe. C'est un débat journalistico qui ne concerne que la profession, mais il y a cette envie de diffuser la connaissance d'initiatives tout en apportant un regard critique sur les choses. Parce qu'un journal qui ne serait que positif ne serait pas crédible. Nous, on l'a vu, on a créé des lignes éditoriales depuis 15 ans avec plein de médias. Quand on faisait la bonne nouvelle du jour, ça marchait moins bien que quand on faisait le Libé des solutions avec des reportages sur la mafia en Sicile et comment des citoyens et des commerçants parviennent à faire reculer la mafia, ou des entreprises qui étaient au bord de la faillite il y a 10 ans et qui aujourd'hui ont trouvé à se recycler dans l'économie circulaire, dans un management plus social et plus coopératif. Oui, quand on est sur du problème solution, du revival, si j'ose dire, on voit qu'il y a des lignes éditoriales qui touchent davantage les gens et qui paraissent plus crédibles. Donc, je pense qu'on peut parler de solutions et avoir un regard critique. C'est important pour la crédibilité de notre métier. C'est très important, ouais. C'est la déontologie du journalisme, c'est sûr. Alors, sur l'impact, il y a le côté… J'ai envie de rebondir un petit peu parce que peut-être c'est parce que c'est mon domaine, à notre humble niveau, puisque nous, on a un petit média local de niche, et de moins en moins local d'ailleurs. On a quand même mesuré un impact, c'est-à-dire qu'il y a 30% des gens qui nous lisent qui s'investissent dans une des solutions qu'on propose. Ils sont 26 à devenir bénévoles. Donc, on a aussi cet exemple, quand tu parlais, Muriel, de récit fédérateur, et Gilles, d'apporter la solution au problème. Nous, on ne fait pas du fait divers, du bonne nouvelle, du positif. Alors, c'est peut-être parce qu'on est dans ce constat ou ce conflit journaliste, mais nous, on parle de constructif, c'est-à-dire qu'on veut avoir un portrait le plus juste du monde. Donc, avec ses problèmes, mais aussi ses solutions, et essayer ensemble, tous, de les chercher, de les trouver, d'expérimenter en les adaptant aux différents territoires. Comme tu as pu parler, Anne-Cécile, on n'a pas tous les mêmes besoins, on ne peut pas tous dupliquer les solutions. C'était juste ma petite part pour dire qu'en plus de montrer, de raconter une histoire, a priori, ça pousse à l'engagement et ça pourrait aider à ce que le changement se mette en place.
Corinne, tu veux prendre la parole depuis à peu près 7 minutes. Ça y est, c'est enfin à toi. Bon, bonjour à toutes et à tous. Bon, j'en profite pour me présenter aussi. Donc, moi, j'interviens dans l'Agora parce que j'ai un ancien passé professionnel dans les médias à l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel. Et puis, la création d'une chaîne Télégénération qui était candidate à la TNT. Je ne suis pas seule, donc voilà, on est tout un groupe autour de moi. Et je suis plutôt là présente pour le collectif Merci pour l'info. Donc, il y a eu pas mal d'actions. Et puis, enfin, pour le Transiton, qui est un projet sur lequel on travaille depuis 2 ans. Et je suis contente là d'arriver après Muriel et Gilles, parce que le Transiton, c'est vraiment cette question d'adapter pour le grand public, d'aller voir les personnes qui sont porteuses de solutions, de donner envie et puis de rendre toutes ces questions, toutes ces associations qui sont un peu parsemées, essayer de les faire connaître et reconnaître par le grand public. Voilà, donc peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, mais c'est aussi la question du récit collectif, du fait de changer l'imaginaire, et puis quelle est l'utilité et l'utilisation des médias publics aussi dans ce changement de paradigme. Voilà. C'est vrai qu'on a du mal à créer ce qu'on n'a pas imaginé. Donc, il est important qu'on développe. Le pouvoir, l'exemplarité, comme on le disait, est très, très important. Oui. Alors, il y a Muriel Sibilla aussi qui vient de nous rejoindre. Bonjour Muriel. Oui, on t'entend bien. Est-ce que du coup, je peux t'exposer devant tout le monde et te demander de te présenter? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Muriel Sibilla. J'ai été journaliste à une époque, correspondante de médias français auprès des Nations Unies pendant quelques années. Ensuite, j'ai changé de casquette, je suis devenue attachée de presse pour une agence des Nations Unies, puis responsable d'un service de communication. Et maintenant, j'ai arrêté tout ça et je reviens à mes premiers amours. Je refais un peu de journalisme, notamment pour le magazine du personnel des Nations Unies qui s'appelle UN Today. Et j'écris des livres. Voilà. C'est une très bonne chose. Et pour toi, quel est le rôle des médias dans la transition que l'on devrait enclencher, qui est peut-être déjà enclenchée, qu'on va subir? Quel rôle moi, j'ai la question que je trouve assez perturbante, c'est le côté très formaté de l'information aujourd'hui. C'est-à-dire, quelles que soient les chaînes, quel que soit le type de médias, bon, mis à part les médias dits parallèles, entre guillemets, hein, mais tu retrouves la même information sous le même format, les accents mis sur les mêmes choses, avec bon, c'est vraiment une tarte à la crème ce que je raconte, mais le côté, on parle de choses qui ne sont pas forcément très importantes, qu'on monte en épingle, et on met de côté des choses essentielles qui mériteraient un débat et qui sont en plus, qui pourraient en plus être très formatrices, notamment auprès des jeunes qui sont eux-mêmes dans... Moi, j'ai 2 filles, une de 33 ans et une de 27. Celle de 27, par exemple, sa source d'information, c'est les réseaux sociaux, avec tout ce que... Alors, elle a du discernement, elle a un cerveau qui fonctionne à peu près, mais en même temps, je veux dire, c'est une information qui est très, à la fois atomisée et très caricaturale, dans le sens où c'est blanc ou noir, c'est bien ou pas bien, il y a des gentils et des méchants. Donc tout ça, ça manque de subtilité, ça manque de profondeur. Et je trouve ça dangereux. Je trouve ça vraiment dangereux. Alors, quelle réponse, quelle solution? Franchement, je ne sais pas. À mon petit niveau, je fais des petits trucs, mais sans être sûre que ça change la donne. Et ce qui est intéressant, c'est d'arriver à changer la donne à un niveau large, et pas dans des petits couloirs d'action où chacun fait ce qu'il peut. Mais quelque part, ouais. Enfin, moi, je ne vois pas la transformation, je vois plutôt une dégradation qu'une amélioration dans l'information telle qu'elle nous est proposée ou telle qu'elle est gérée. Ouais, on en parle beaucoup dans la société de post-vérité, la société de l'émotion et de la perte de la valeur informationnelle. Ouais. Ça me fait penser à ton travail, Anne-Sophie Novelle, dans les médias Le Monde et Nous. On a en plus une perte de crédibilité. Non seulement on fait une information qui pourrait être moins qualitative dans certains médias, et en plus on perd notre relation à l'audience. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
Je pense qu'au-delà de ce qu'on peut faire en termes de contenu, où il y a déjà beaucoup de choses à faire, il y a aussi de nombreux défis qui sont liés au système médiatique dans son ensemble et au fonctionnement de la fabrique médiatique. Donc, dans mon enquête, j'étais partie d'une question qui était pourquoi est-il souvent si difficile de parler d'environnement, d'écologie dans les médias? Parce que pendant longtemps, ça passait après l'économie, la politique, l'international. Donc, quand on était journaliste spécialisé sur ces questions, on n'était pas considéré comme dans le top de la hiérarchie journalistique. Là, ça a changé ces dernières années. Donc, ces sujets, de par l'urgence climatique, par le pression qu'on pose sur le vivant, ça devient de plus en plus urgent et donc ça arrive sur le devant de la scène. Mais de cette question, j'en suis arrivée à surtout décortiquer en fait, le fonctionnement du monde de l'info, à questionner la défiance ressentie par une bonne majorité du public, mais une défiance qui s'est transformée souvent en haine, notamment là ces derniers mois. Parce que je pense que les gens sont un peu au dépourvu. Et puis, à expliquer aussi qu'il y avait des boulettes faites par certains journalistes, que toute la profession journalistique n'était pas, c'est pas quelque chose d'uniforme qu'on pouvait rejeter en bloc, mais que c'était une profession qui avait subi aussi beaucoup de dégradation dans son mode de travail. Et que ça pouvait expliquer aussi parfois qu'on ne puisse pas mener une investigation aussi bien qu'on le souhaite, que certains contenus sont un peu bâclés et que dans le fonctionnement même de l'actualité, de la hiérarchie, il y a des soucis de représentation, il y a une fabrique médiatique qui ne tourne pas très bien. Et donc, la suite de mon enquête, c'était questionner pourquoi est-ce qu'il y a pendant des années eu un impensé écologique, parce que je pense que pendant des années, c'est quelque chose qui a été toujours regardé de manière par le petit bout de la lorgnette, en fait, sans intégrer les notions de complexité. Et là, pareil, ça a évolué ces dernières années, mais je veux dire, on n'a pas l'environnement ou les questions planètes sont souvent cantonnées à une section du média ou une émission ou deux émissions. Mais le jour où l'économie sera scrutée avec une véritable vision qui intègre ces enjeux à la base, ce sera déjà autre chose en fait. On est aussi passé de faits qui étaient plutôt scientifiques à des faits qui sont maintenant considérés comme des faits sociaux. On voit qu'il y a une poussée dans les attentes de la population, donc les médias s'y adaptent, mais ils étaient très peu nombreux à questionner en fait l'intégration dans cette ligne éditoriale, à intégrer ça dans leur fonctionnement même en tant que groupe média pour beaucoup. Là, récemment, il y en a qui sont tout contents d'annoncer qu'ils sont en train de lancer des politiques RSE au sein de leur groupe média, mais ça fait 20 ans qu'ils auraient dû le faire. Quand on est bien informé sur ces questions, on essaie de s'interroger aussi dans sa structure. Et voilà. Et je montre par ailleurs qu'il y a beaucoup de choses à faire, c'est-à-dire renouer déjà avec les fondamentaux du métier, c'est une base, mais en effet faire évoluer aussi la relation au public, des approches plus de pédagogie, des approches plus de solutions, de journalisme constructif en effet, mais il y a plein d'autres pistes à explorer et plein d'autres choses à faire pour renforcer et créer des médias qui sont un peu plus médiateurs aussi dans la société. Je crois en fait au changement de posture du journaliste qui, fort de sa compréhension du monde, de sa façon de questionner, peut aussi accompagner en fait les lecteurs, auditeurs, téléspectateurs dans le monde qui vient. Et alors qu'on a de l'information continue, qu'on est au courant de l'actualité, c'est pas très compliqué aujourd'hui de savoir un peu ce qui se passe dans le monde. On peut aussi prendre du temps pour accompagner un peu plus à regarder ce qui va arriver dans l'avenir. Et ça, je pense que les jeunes générations de journalistes commencent à vraiment l'intégrer. Certaines écoles aussi commencent à l'intégrer dans leur formation. Certaines rédactions commencent à le faire également. Et je pense que c'est une bonne chose. Donc, je reste quand même assez optimiste, même si parfois, il y a encore des vieux fonctionnements qui perdurent. Mais je suis persuadée à ma petite échelle que pour renouer le lien, il va nous falloir 20 à 30 ans, comme on l'a fait. Je fais une grosse comparaison dans mon enquête avec nos modes de consommation et d'alimentation. Je pense que dans notre consommation d'informations, si on veut faire évoluer les choses, on a 20 à 30 ans de travail devant nous. Aiguisé au sens critique, éducomédia, et pas seulement les plus jeunes, aussi des personnes qui n'ont pas eu l'opportunité de réfléchir à ça, et montrer qu'il y a plein de choses à faire, qu'on peut reprendre la main sur ce qu'on lit, sur ce qu'on regarde, sur ce qu'on écoute, parce que beaucoup en fait le subissent, et à force de le subir, ils coupent, ou ils s'en détachent, ou ils s'en désintéressent.
Et moi, tout ce que j'ai pu faire depuis un an en allant à la rencontre du public, j'ai récolté des tonnes de témoignages vraiment très émouvants de personnes qui m'ont confié être complètement paumées, perdues, désespérées. Certains lecteurs m'ont dit, en fait, à vous lire, je me suis rendu compte que j'étais emprisonnée dans une certaine vision des médias et qu'en effet, je peux aller m'intéresser ailleurs, aller chercher des contenus, aller rencontrer des journalistes qui font un travail dans lequel je pourrais avoir plus confiance. Et ça, je me dis, il suffit de l'expliquer, d'être à l'écoute et on peut aussi essayer de trouver par ce biais-là des solutions à la situation de la presse actuelle. Alors, je ne sais pas si c'était très clair, mais il y avait beaucoup de notions, à la fois le pluralisme, à la fois... Anne-Cécile avait envie de rebondir sur ce que tu disais. Oui, c'était pas quand tu disais que Anne-Sophie, il y avait en effet une évolution quand même dans les médias, mais qu'il y avait une problématique de manque de connaissances de la part des journalistes de ces sujets et que c'était pour ça aussi que souvent c'était pas en haut de l'agenda. Moi, je suis complètement d'accord avec ça et je voulais juste témoigner de ce qui s'était passé à RFI, par exemple, où peu de temps avant la COP21, j'entends dans la matinale le présentateur qui dit comme tous les ans, le GIEC sort son rapport, donc je me suis un peu étouffée. Et là, je suis allée voir la direction, je leur ai dit, écoutez, ça ne va pas être possible parce que là, on va avoir un gros rendez-vous où tous les journalistes vont aller traiter ce sujet-là, personne n'y connaît rien, personne n'y comprend rien. Donc, j'ai fait tout un travail où j'ai fait venir des gens dans la rédaction, Laurence Toubiana, Valérie Masson-Delmotte, enfin voilà, plein de personnes qui sont venues former, en fait, les journalistes. Et on est parti de très, très loin. C'est-à-dire que je me souviens de Valérie Masson-Delmotte, il y avait pourtant le présentateur du 7-9, le présentateur du 13h, celui du 19h, des rédacteurs en chef, les secrétaires de rédaction. Et en fait, à un moment, elle démarre basiquement en disant qui peut expliquer vite fait les gaz à effet de serre, le phénomène des gaz à effet de serre, et tout le monde a regardé ses chaussures, quoi. Et donc, elle m'a regardé, Valérie Masson-Delmotte, avec des points d'interrogation dans les yeux en disant « Ah ouais, donc là, c'est ambiance CM2, quoi. » Et en fait, elle est partie du B à bas, et après, elle m'a dit « Tu sais, j'ai démarré avec eux comme je démarre avec les classes. » Et derrière, à partir du moment où tous ces journalistes ont découvert, donc on en avait choisi un par service, un du service international, un du service économie, etc. Aujourd'hui, on rajouterait peut-être culture et sport qu'on n'avait pas inclus à l'époque. Et c'est resté, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens découvrent cette thématique et prennent le temps de se former dessus, donc il faut, comme disait Anne-Sophie, c'est difficile parce que les médias ont de moins en moins d'argent, souvent un journaliste fait tout, et du coup il est spécialiste de rien, donc ça prend un peu de temps quand même de comprendre tous ces sujets et leurs implications. Mais à partir du moment où les journalistes sont formés, c'est vrai que du coup à RFI, au service économie, on a 2 journalistes qui comprennent les enjeux environnementaux et savent décortiquer l'actualité avec ces lunettes-là. Au service international, c'est pareil, au service France, c'est pareil, etc. Et du coup, bon, moi j'ai ma case environnement, c'est pas du vent 2 heures par semaine, mais ça diffuse du coup depuis même les rédacteurs en chef qui n'étaient pas forcément très formés sur ces sujets-là, parce que ceux qui sont manettes aujourd'hui, on ne leur en parlait pas quand ils étaient étudiants, doivent apprendre à se mettre en danger un peu quelquefois en confiant des sujets ou des reportages dont ils ne comprennent pas tout. Et donc, je pense que cette notion de formation dont parlait Anne-Sophie est vraiment essentielle. Oui, quand je fais les petits signes de main, je ne dis pas bonjour à des personnes absentes. C'est que j'ai vu que vous vouliez prendre la parole. Et Muriel avait levé la main pour réagir à ce que disait. Oui, c'était réagir, en fait, continuer aussi, parce que bien évidemment, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Anne-Cécile, mais il y a aussi, je pense, il y a effectivement un problème de formation, de prise de conscience vraiment de beaucoup de journalistes, c'est sûr. Et je pense qu'il y a aussi une question essentielle, mais ça, malheureusement, je n'ai pas la réponse à ce problème, c'est de savoir qui finance aussi les journalistes, les médias d'une manière générale, et qui a intérêt que les choses soient connues ou pas. Enfin, je reviens sur un exemple qu'on a tous vécu il y a quelques jours, malheureusement, qui est celui du rapport de la Convention citoyenne, et de voir à quel point cette convention a été reçue par les médias classiques, mainstream, quoi. Mais pourquoi tant de haine, pourquoi tant de résistance, pourquoi tant de bêtises finalement? Et on a retrouvé cette même ignorance, bêtise, manque d'intelligence et résistance que de la part de certains des médias qui globalement étaient à peu près les mêmes, qui n'avaient
plus d'arguments contre Greta et tous ces jeunes qui étaient là pour nous mettre au pied du mur et qui allaient d'arguments tous plus idiots les uns que les autres à s'en prendre même à sa coiffure. Donc il y a un moment, c'est aussi cette question-là. Là, malheureusement, j'ai pas de réponse. Anne-Sophie, peut-être tu en auras une, mais celle-là, elle est beaucoup plus inquiétante, en fait, à mon sens. Je peux répondre, Marianne, c'est bon? Je pense que tu as entièrement raison de poser cette question, Muriel, parce qu'elle revient souvent dans le film. Je n'aborde volontairement pas cette question de l'actionnariat des médias, parce que je pense que c'est la première critique qui revient quand on parle avec le public de quand on voit qui possède les médias, c'est normal, etc. Je ne sais pas si vous avez vu cette semaine la couverture du Point qui a un peu circulé sur les réseaux sociaux, qui était vraiment très très à charge contre qui détient la vraie écologie ou non. Le rôle des financements des médias dans le traitement de l'écologie, pour moi, explique beaucoup de choses. Ça m'a frappée, je m'en doutais, mais en ayant fait mon enquête, on se rend compte que le fonctionnement même économique des médias empêche en fait, de traiter correctement ces questions. Et il y a une véritable guerre de l'information qui s'est ouverte, voilà, parce que l'information est devenue un enjeu majeur. On peut fabriquer de la fake news, on peut manipuler les masses en fabriquant de l'information et en la détournant, etc., en utilisant tous ces canaux qui existent. Mais sur le traitement de l'écologie, c'est pareil. Aujourd'hui, il y a des grandes lignes de fracture et des médias qui sont possédés par des groupes qui n'ont pas les mêmes intérêts et en tout cas pas des valeurs, on va dire, vertes, ne vont pas traiter correctement ces questions. Et j'en parlais encore là ce midi avec des personnes qui ont été impliquées dans la campagne du candidat écologiste à Bordeaux, qui a gagné certes, mais ils se sont rendus compte que Sud-Ouest, financé énormément par des groupes qui sont dans le bâtiment, très soutenus par la précédente municipalité, avait clairement décidé de ne pas traiter le candidat écologiste de la même manière que les autres candidats, ou plutôt en sapant un peu sa campagne. Et j'étais très surprise qu'on me dise ça aussi ouvertement. On m'a dit non, j'ai eu des discussions avec des journalistes en interne et certains étaient outrés de ce traitement-là. Et ça, ce sont des réalités qui pèsent aussi dans la façon dont on considère ces choses-là. Et forcément, l'écologie impose tellement de changements qu'elle dérange énormément d'intérêts, de lobbies, de sphères de pouvoir et d'influence. Et ça, on va vers des fractures énormes où finalement, le curseur va devoir se positionner entre des gens qui sont dans la promotion de la technologie pour nous sauver et d'autres qui sont plus dans une démarche de sobriété, d'approche assez différente. Et ça, je pense qu'entre des versions très libérales de l'économie et d'autres qui sont plutôt un retour plus écologiste, on va avoir aussi derrière des questions médiatiques importantes. En tout cas, les médias auront un rôle à jouer. S'ils le jouent mal, dans le traitement de ces questions, ça pose problème. J'ai envie de demander à Catherine si au niveau européen, puisque toi tu traites avec plusieurs pays, on a les mêmes limites, on a le même traitement de l'information, on a les mêmes enjeux? C'est un tout petit peu trop général en fait pour pouvoir répondre, parce que même au niveau de la France, en fait, on a des médias extraordinairement différents et on a les médias mainstream dont certains font correctement bien leur boulot. Voilà, et ensuite des médias un peu de niche ou des médias qui essayent d'être indépendants par rapport au pouvoir économique, qui, je pense, ont à la fois d'un côté une plus grande liberté de ton, d'information, d'angle, etc., mais en général moins de moyens. Alors, je mettrai à part Mediapart qui a choisi un modèle économique qui a très très bien marché, même s'il était, tout le monde doutait au tout début, mais où effectivement ils ont à la fois les moyens et l'indépendance. Et on retrouve, je dirais, les mêmes catégories dans la plupart des pays européens. C'est-à-dire qu'on a voilà, une télévision qui fait plus ou moins bien son travail selon de laquelle télé on parle, bien évidemment, avec beaucoup de raccourcis, beaucoup oui, je dirais pas fake news, mais en tout cas d'informations pas vraiment bien vérifiées ou qui ont toujours les mêmes angles et qui rabâchent un peu en boucle, et des journalistes et des journaux indépendants qui font un boulot merveilleux. Donc il y a plein de bonnes choses dans le journalisme. Le problème, c'est comment les gens s'informent, et je pense qu'en effet, le risque et peut-être aussi l'avantage, j'en sais rien, je ne sais pas moi de trancher, des réseaux sociaux, c'est qu'il y a une autre façon de s'informer, avec tous les risques inhérents, évidemment, et comme me disait Anne-Sophie, je pense qu'il y a quand même un problème de gros sous et de financement des médias qui, à mon avis, joue un rôle énorme. On le sait et en même temps, on ne sait pas comment le traiter.
Donc, on fait avec et être un média indépendant, c'est super difficile. Là, je vis, moi, aujourd'hui, puisque moi, je suis à la fois Alternative économique qui appartient à ces lecteurs, qui est une SCOP, et le journal que j'ai cofondé, c'est aussi une coopérative. Mais c'est super dur de survivre, surtout là, avec donc on fait un boulot, enfin, on y laisse tout notre temps personnel pour essayer justement de vérifier l'info. On a cofondé un site de data journalisme en 12 langues au niveau européen, pareil, qui s'appelle European Data Journalism Network, DigiNet, avec des réseaux de médias indépendants dans toute l'Europe. Et on essaie de faire un travail de décryptage. Et c'est vrai que pratiquement dans chaque média, on pourrait prendre un chiffre et se demander d'où il sort, est-ce qu'il a été sourcé, est-ce qu'il a été vérifié. Enfin, voilà, je pense qu'il y a un problème de financement des médias qu'on retrouve dans plein de pays européens, problème d'indépendance des médias, il y a plein de super trucs, mais ce sont des médias qui survivent parfois, qui ont beaucoup, beaucoup de mal. Et ensuite, il y a effectivement ce phénomène réseaux sociaux et chambres d'écho médiatiques, notamment un certain nombre de réseaux sociaux que je nommerai pas, que tout le monde connaît, où on a tendance à s'informer. Si on s'informe que comme ça, on ne reçoit comme type d'information que ce avec quoi on est d'accord. Et moi, je pense que, enfin, ce qui m'a amené moi au journalisme au tout début, c'était de me dire, voilà, pour comprendre le monde, en gros, il faut non pas dire aux gens sur tout ce qu'il faut penser, mais donner des outils aux gens pour qu'ils puissent penser par eux-mêmes. Moi, c'est ça qui m'a motivée comme jeune journaliste. Alors aujourd'hui, ben, je vieillis et je me dis, punaise, tous ces efforts que font plein de journalistes, alors qu'en effet, je pense quand même que globalement, la situation de la presse se dégrade. Là, je suis d'accord avec Muriel, je pense qu'il y a énormément d'informations qui circulent, qui font peur. Et en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je me sens comme une petite fourmi, en fait, avec un tout petit pouvoir de diffusion de passeuse, en fait, où j'essaye de mettre en rapport des personnes qui réfléchissent, des personnes qui travaillent précisément sur des sujets, des scientifiques, des philosophes, etc., et de rendre ça accessible à un public le plus large possible. Et après, on ne sait pas très bien où ça va. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit mieux dans les autres pays. Je pense qu'on a à peu près les mêmes problématiques. Mais on a un gros problème de questions à qui appartiennent les médias et de grands groupes qui financent les médias en France. Je pense que ça, c'est indéniable, même si on le trouve dans d'autres pays aussi. Et là-dessus, je n'ai pas la réponse, évidemment. Moi, je pense qu'il faut quand même une information la plus large possible, la plus diversifiée. Plus on aura de concentration des médias, moins on aura de voix différentes, moins on sera dans un processus de démocratisation de la pensée. Je ne sais pas si j'ai été très claire. C'est une question très large, Lauriane. C'est clair. Tu as parlé du pluralisme et on le défend, du lien entre le pluralisme et la démocratie. C'est important. Des chambres d'écho, des bulles de filtre dans lesquelles les algorithmes des réseaux sociaux parfois nous enferment dans une vision du monde unique, et ce qui peut être dangereux pour l'information. J'ai vu Muriel Sibila qui a levé la main tout à l'heure quand tu parlais. Ah, Eric, tu veux partager un dessin? Oui, bonjour, je suis en direct de Marseille et j'ai une très mauvaise nouvelle pour la démocratie. Ah. Parce que les islamo-gauchistes ont pris Marseille. Et en plus, Roland n'est pas bien coiffé. Et on ne voit pas ton dessin? Vous voyez pas le dessin? Non. Oh, bah alors là, c'est dommage. Eric, ah, ça y est, on le voit. Personne ne voit le dessin. Si, ça y est, il est là. Il a mis du temps à arriver, mais il est là. D'accord. Donc, je vais putain con, les islamo-gauchistes ont pris Marseille. Michel Rubirola n'est pas bien coiffé, Gaudin était plus beau. Marseille News. C'est du direct, hein, c'est officiel. C'est officiel, c'est une source sûre, vérifiée. Ça ne vient pas d'une Isidore Troll, quelque part, par ici ou par là. Alors, je redonne la parole à Muriel Sibila qui voulait réagir Je voulais revenir sur la question des moyens et de la formation des journalistes. En apportant un témoignage, je connais bien, d'abord pour en avoir fait partie, puis après pour avoir travaillé pour eux, le corps de presse de ce qu'on appelle les journalistes accrédités auprès des Nations Unies. Donc on retrouve toutes les agences de presse et on retrouve un panel très important de gens qui sont pigistes et qui font comme ils peuvent. Et on a vu au fil des années une dégradation très importante. Par exemple, les grosses agences ont
réduit de plus en plus leur personnel, où on a maintenant l'AFP ou Reuters, où ils sont plus que 2 par exemple, dans un endroit où les sujets sont extrêmement multiples, certains sont très délicats et nécessitent dans certains cas, par exemple, étant donné qu'il y a aussi bien l'OMS que l'OMC, donc d'un côté, pour pouvoir parler de ce qui se passe à l'OMC, quand elle était encore vivante et dynamique, il faut avoir une assise économique assez solide pour comprendre ce qui se passe, idem pour l'OMS, etc., etc. Or, ce qui se passe, c'est que les gens n'ont absolument pas le temps, sont tenus de couvrir une multiplicité de sujets incroyables dans des temps très très courts. Le résultat des cours, c'est que le travail d'enquête, le travail de recherche, le travail de formation est quasi nul, et que ce qu'on retrouve dans les articles, ce sont des copier-coller des communiqués de presse. Et alors, comme j'ai aussi été du côté de l'institution, donc en sachant ça, évidemment, en tant qu'institution, on veillait à fabriquer des communiqués de telle manière qu'on savait qu'ils allaient être repris in extenso. Ça veut dire qu'on transmettait entre guillemets l'idéologie ou la volonté ou je ne sais pas quoi de l'institution, en sachant que les journalistes n'allaient pas le contester et n'allaient pas modifier, n'allaient pas interroger. Et je peux donner un exemple très concret, par exemple, dans l'institution où je travaillais, qui était la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. C'était une institution avec une multiplicité de rapports. C'est une institution composée de chercheurs en économie et dont les temps médiatiques étaient vraiment, et sont, je ne peux pas parler à l'imparfait, ça existe même sans moi, donc les temps médiatiques étaient vraiment la publication des rapports principaux. Et il y a notamment 2 grandes lignes, une ligne qui est très pro-multinational, investissement, dalala, et une ligne très révolutionnaire, on va dire ça de façon caricaturale. Et il pouvait se passer 2 mois entre la publication de chacun des rapports. Chacun des rapports l'un disant le contraire de l'autre. Mais je peux vous garantir qu'à l'exception d'un journaliste, un Indien qui était une diva dans son pays, personne n'a jamais contesté, ne nous a jamais reproché de publier des informations, des leçons entre guillemets, puisque c'est un peu la fonction de cette institution qui est de conseiller les politiques dans les pays en développement en particulier, mais pas seulement. Donc, dans des conférences de presse, il y en avait systématiquement à la fois à Genève, où c'était le lancement principal, mais aussi dans plein d'autres pays. Moi, le nombre de fois où je me suis attendue à me faire taper dessus, parce que c'était aberrant, complètement aberrant, mais je n'avais pas le droit de le dire. Eh bien non, jamais. Donc, ça me pose plein de questions et j'ai aucune réponse. C'est-à-dire qu'il y a une réalité objective qui est que des gens qui sont correspondants des médias, y compris des plus grands médias du monde, pas simplement de France, vraiment du Brésil, de l'Inde, etc., se retrouvent dans une situation où ils sont des transmetteurs et vraiment les courroies de transmission de tout ce qui se passe. Et par exemple là, avec le corona, l'information relative à l'OMS, ou les informations transmises par l'OMS, répercutées par des journalistes qui n'avaient pas le temps, pour la plupart d'entre eux, de fouiller des dossiers, qui ont relayé des informations, qui ont été reprises. Il y a une chaîne comme ça qui est extrêmement toxique. Et moi, je n'ai aucune réponse et aucune solution par rapport à ça. C'est juste un constat. Et puis, ça soulève la question de l'urgence de l'info, du traitement de l'information, mais aussi, je ne sais pas si le parallèle est juste ou pas, mais on a l'impression que j'ai peut-être, je vais prendre la responsabilité de ce que je dis, l'impression que parfois un discours plus simple, plus simpliste, moins fondé, va avoir plus d'écho qu'un journaliste qui va prendre le temps, qui va expliquer quelque chose de complexe, etc. Et qu'on est en train aussi dans un conflit il va falloir qu'on arrive à expliquer de manière très simple, très pédagogique, des choses très compliquées pour qu'on ne soit pas mis de côté parce que nous, on est compliqué et que ce n'est pas simple et que quelqu'un d'autre va donner une explication plus simpliste qui nous garde dans notre biais cognitif de confirmation, notre bulle de filtre, comme on a vu avec Catherine. Et il y a un réel enjeu aussi, qu'on appelle la guerre de l'information, de comment on va réussir à transmettre l'information, etc. On a peu laissé la parole aux hommes quand même dans cette table ronde. Il faudrait quand même qu'on soit paritaire. Bernard, on ne t'a pas entendu du tout. Heureusement, il y a quand même des hommes aujourd'hui. Je pense qu'on n'a pas entendu Gilles non plus. Oui, il a parlé 2 fois, Gilles. Toi, tu n'as parlé qu'une fois. Moi, je voulais réagir sur l'éducation aux médias. On parlait des jeunes, mais moi, j'ai un papa qui a 80 ans et qui est médecin.
et notamment pendant toute cette crise du Covid, il boit la parole des JT comme vraiment, comme c'est l'information, quoi. Or, les JT ont fait quelques grosses erreurs, en tout cas, ils ont été extrêmement anxiogènes. Donc, j'ai essayé de pousser mon père à chercher de l'info ailleurs pour qu'il se rende compte que ce qu'on racontait dans le JT, le compteur ADC qui tournait tous les jours, c'était pas nécessairement une info super fiable. Je lui ai fait la démonstration, par exemple, dans le journal Le Monde. J'étais avec lui sur Internet pour lui montrer que le journal Le Monde avait été financé par la Fondation Gates 2 millions d'euros en 2019 et plus avant cela. Et que donc, on voit bien que la manière dont le monde traite du vaccin, par exemple, qui est vraiment le bébé de Bill Gates, ben, ce n'est pas une information aussi neutre qu'on pourrait l'espérer, ou en tout cas impartiale. Donc là, c'est un travail plus sur la santé. Ça rejoint, en tout cas, ce qui se passe actuellement. Je pense que ça rejoint assez fort le combat écologique, c'est-à-dire qu'il y a tout un combat pour une autre santé, une santé plus naturelle, une santé plus... Enfin, voilà, je ne vais pas revenir à l'homéopathie parce que je crois que ce combat-là est à moitié gagné, mais il y en a d'autres en cours. Donc moi, le documentaire que j'avais fait sur l'artémisia, donc c'est cette plante qui soigne très bien le paludisme et que les firmes pharmaceutiques, l'OMS, Bill Gates et compagnie ont essayé de vraiment boycotter. Assez étrangement, le Covid-19, donc certains pays, dont Madagascar, ont trouvé des vertus antivirales à cet artémisia. Et l'OMS, à cause de la pression qu'il y a sur le Covid, a admis maintenant que c'était un très bon antipalu. Donc il a fallu un autre combat pour gagner ce combat-là. Tout ça pour dire que dans les médias, il y a parfois des choses qui mènent du temps. Le journal Le Monde a flingué Lucille Cornet-Vernet, qui était celle qui, en France, a défendu la plante, enfin l'a promue. Elle est toujours interdite en France et en Belgique. C'est les deux seuls pays au monde où la plante est interdite, sinon partout ailleurs, elle est autorisée. Et donc, en fait, ça a avancé paradoxalement parce que, quelque part, on mène un autre combat. Donc, je pense que, enfin, moi mon souci, c'est que pour beaucoup de gens, et notamment la génération au-dessus de nous, au-dessus de moi en tout cas, ça reste le JT qui est la parole divine. Et c'est très compliqué d'éduquer. Moi, je pense qu'il faut plutôt éduquer les personnes âgées aux médias que les jeunes qui, eux, savent très très bien où aller chercher l'info. Je ne suis pas sûr qu'ils soient aussi victimes qu'on le dit des fake news parce qu'ils repèrent très très vite. Moi, j'ai un fils qui est spécialiste du debunking, donc il va chercher, notamment moi, je me laisse parfois avoir, notamment sur le Covid. Il me dit, mais non, papa, ce journaliste-là, il travaille pour tel, et puis c'est l'extrême droite, et il fait des connexions très très rapides que moi, je suis un peu plus lent à faire. Donc voilà, je trouve que c'est très très bien qu'il y ait des médias alternatifs et des médias qui donnent une autre teneur à l'information. Moi, mon souci, c'est que la référence reste quand même le JT de 20h de France 2. Il y a beaucoup de Belges qui regardent le JT de 20h de France 2. Donc, ils font celui d'RTL à 19h, celui de la RTBF, télévision belge, à 19h30, et le JT de France 2 à 20h. Donc, ils se font 3 JT pour entendre la même chose, dit de la même manière. Et je trouve que c'est là qu'il faudrait, d'une manière ou d'une autre, faire une brèche. Je ne sais pas comment. Pour que sur ces grands médias fédérateurs, il puisse y avoir une autre parole. Et pour moi, l'enjeu, il est là, en tout cas au niveau de l'information. Alors, nous, on fait beaucoup d'éducation média dans l'association. Je ne crois pas, je vais défendre à la fois les jeunes et les personnes âgées. Je ne crois pas que ce soit une question d'âge. Je pense que c'est surtout une question de sensibilité. On a dans nos animations des personnes qui sont plus vulnérables ou non aux différentes des informations pour différentes raisons. J'avais juste envie de le dire, mais je partage l'avis sur va falloir éduquer les médias et aider. Et Gilles veut prendre la parole. Oui, je voulais juste apporter un petit contrepoint pour être poil à gratter. Je trouve qu'il y a une injustice souvent quand on reproche aux grands médias qui appartiennent aux grandes puissances, alors que moi j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de gens qui font bien leur boulot au Monde, au Figaro, à Libé, etc. Malgré le modèle économique, je trouve qu'il y a parfois cette injustice à ne pas considérer la diversité des médias généralistes qu'on a à portée de main. Et je trouve que la Croix fait un travail formidable et assez constructif sur l'économie sociale et solidaire depuis très longtemps. Le Figaro, alors si on regarde peut-être pas les sujets qui sont liés à l'actionnariat, on trouve aussi des choses formidables. Delphine Minouy, grand reporter au Moyen-Orient, qui fait des reportages formidables qui avait écrit ce fameux livre sur les passeurs de livres de Daraya en Syrie, qui essayait d'aller chercher au milieu du chaos
au milieu de la catastrophe, des raisons d'espérer. Je pense qu'il y a au sein de tous ces grands médias, quel que soit leur actionnariat, des gens qui sont libres et qui parviennent à faire, avec des moyens, un travail de qualité, ce qui n'est pas toujours le cas des médias dits alternatifs, qui justement, puisqu'ils n'ont pas de moyens, peuvent aussi prendre des risques de ne pas approfondir suffisamment leur boulot. Donc, je pense que c'est un peu moins binaire que les médias alternatifs et les médias traditionnels qui appartiennent aux grandes puissances de l'autre. Voilà, je trouve que c'est un peu injuste. Ce serait injuste de segmenter les choses de cette manière-là et de dire Mediapart, ils sont totalement indépendants et il n'y a aucune question idéologique qui se pose. Leur travail est totalement indépendant et vous voyez, je trouve que c'est parfois ce qu'on peut. Alors, c'est évidemment pas ce que vous dites, vous êtes plus fin que ça, mais c'est ce qu'on peut entendre parfois. Et habilitons nos médias traditionnels aussi, si je puis. Oui, complètement. Il ne faut pas qu'on sépare et qu'on divise. Alors, pour reprendre les éléments de la liberté de la presse, on va se baser sur quelque chose de factuel. On reprend les 7... on est 34e au classement de Reporters sans frontières, au classement de la liberté de la presse. Donc, forcément, dire qu'on n'est pas bon du tout par rapport à une Chine qui est 177e sur 180, on n'est pas si catastrophique que ça et on a le droit de faire des choses par rapport aux pays scandinaves qui sont en tête de peloton, ou la Jamaïque qui est 6e pour arrêter de faire nord-sud. Le nord est toujours au-dessus du sud. Nous, on est 34e puisqu'il y a un lien entre le pouvoir économique et le pouvoir médiatique. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a aucun contrat qui lie un journaliste aux actionnaires et qu'il y a des bons et des mauvais journalistes. Je suis d'accord avec vous, Gilles, dans tous les médias. Et ce serait bien trop simple et simpliste d'avoir une vision il y a les bons et les méchants, quel que soit le point de vue que l'on ait. Est-ce que quelqu'un, c'était mon point de vue pour réagir et partager, est-ce que quelqu'un avait envie de réagir à ce qui a été dit ou n'a pas encore pris la parole? Je vois que Corinne avait envie de prendre la parole et Eric nous partage un dessin. C'était juste pour prolonger, c'est quand même les résultats qui chaque année sont en France en particulier en baisse sur la confiance qu'ont les citoyens pas seulement dans les médias, mais dans les journalistes. Donc tu disais tout à l'heure, c'est une question de sensibilité. Il me semble d'abord que le rôle de l'éducation est absolument fondamentale et que c'est sur les grands événements qui ont eu lieu cette année, que ce soit les Gilets jaunes, il n'y a pas eu de prise de parole non plus collective de la part des journalistes pour reprendre une position peut-être collective là-dessus. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait pour l'éducation? Et ça, je crois que ça fait 30 ans qu'on en parle. La réalité, c'est qu'on n'a toujours pas de cours à l'éducation, de cours au décryptage, etc. Voilà, donc ça me paraît quand même un élément très, très important. Nous avions fait au moment du grand débat deux débats sur la perception de l'information. Et il y avait au moins 3 niveaux de problèmes. Un problème de représentation de la population et dans les médias, et parmi aussi les journalistes. C'est-à-dire que cette sous-représentation d'une grande partie de la population va aussi dans ce sens d'une défiance par rapport aux journalistes et aux médias. La deuxième chose, c'était, on en a peu parlé jusqu'à maintenant, mais c'est le rôle des chaînes Tout Info, qui non seulement est évidemment extrêmement anxiogène, mais relaie, et toutes les chaînes Tout Info sont reliées quand même à des grands groupes économiques. Donc ça multiplie cette question d'indépendance des médias. Et puis, moi, j'aimerais quand même revenir sur ce que disait Gilles, je crois, sur le rôle du JT, etc. C'est le rôle d'une télévision publique aujourd'hui qui touche encore quand même la moitié de la population, et de quelle manière la population, les gens qui payent leurs redevances chaque année, ce n'est pas rien, pourraient participer à cette construction de l'information. On pourrait par exemple imaginer que sur certains sujets d'investigation, il puisse y avoir un choix des citoyens pour savoir quels sont les sujets qui seront plus mis en avant. Et c'est une façon de boucler pour dire que
un des sujets les moins représentés, même s'il est de plus en plus, c'est l'écologie et le climat, et que si la gouvernance était plus participative, je pense qu'on aurait plus de sujets qui nous touchent et sur ce changement, etc. Donc là, au moment où on va renouveler la présidence de France Télévisions, c'est peut-être une question qui se pose très, très concrètement. Voilà. Alors, c'était Bernard, pour rendre à César ce qui va à César, voilà. qui avait parlé du JT. Est-ce que, Bernard, tu as envie de répondre sur ce côté participatif ? En attendant, j'apporterai juste une petite notion, puisqu'on on est deux à défendre le journalisme de solution aujourd'hui, au minimum deux. C'est l'un des 6 éléments du journalisme de solution, la participation citoyenne. Et personnellement, je crois que les médias de demain, on devra le faire avec les citoyens. Puisqu'il faut qu'on… Et alors, les quotas, les représentations aussi dont tu as parlé, en effet, aujourd'hui, on fait mentir les quotas de la profession. On est plus de femmes que d'hommes. Mais dans la profession, il y a quand même beaucoup plus d'hommes que de femmes. Bernard, oui, juste sur en effet, nous sommes plus de femmes que d'hommes, et je ne crois pas pour autant que nous soyons très représentatifs de la population française d'aujourd'hui. Bon, pour répondre sur les JT, c'est un peu différent en Belgique, donc je ne pourrais pas vraiment répondre. Il n'y a pas de chaîne Tout Info en Belgique, donc c'est déjà une différence. Moi, je ne sais pas comment arriver à ce qu'effectivement un journaliste, je pense que ça dépend aussi de l'ouverture des individus, de journalistes en tant qu'individu. La personne qui traite de la santé, par exemple, au JT de la RTBF, donc qui a cette spécialité, elle est extrêmement conventionnelle dans son approche de la santé, et donc elle va, par exemple, elle attend le vaccin comme la chose qui va nous sauver du Covid, sans se poser les bonnes questions sur est-ce que ce vaccin dont on était déjà en train de précommander des doses va être réellement efficace, est-ce que c'est pas une arnaque? Enfin, je pense que si elle avait elle-même une approche différente, ben on aurait au JT une approche différente. Donc, il faut plutôt que les individus eux-mêmes aient, je pense, l'honnêteté en tout cas d'aller voir des deux côtés, des deux sons de cloche, plutôt que… C'est pas le JT en soi, c'est je pense que chaque journaliste spécialisé qui va amener l'info. Voilà. Et tu as parlé de pluralisme, et c'est peut-être cette notion aussi de pluralisme, d'aller voir le pour, le contre, et pas de rester enfermé dans une seule vision du monde, qui peut répondre aussi à ta question, pourquoi les journalistes n'ont pas répondu quand on les a attaqués au moment des Gilets jaunes. Les journalistes en soi, on s'en fait souvent un fantasme, c'est plein de gens qui ont plein d'idées différentes, et se regrouper, et heureusement, sinon on serait en dictature, sinon on ne serait pas en liberté de la presse. Et de se dire, les journalistes, c'est faux, c'est comme dire les humains, c'est, les Français, c'est, et je pense qu'il y a aussi un amalgame fait dans ce sens-là. Et les questions d'éducation média, on est d'accord, c'est important, et je pense que c'est un de nos enjeux. C'est au programme de 4e, pour répondre aussi à ta question, qu'est-ce qu'on en fait? C'est au programme de 4e aujourd'hui, au collège, mais il y a à faire aussi, parce que nous, on a déjà fait la 4e, et on a quand même besoin de savoir comment on s'informe, et comment mieux s'informer. Catherine a envie de prendre la parole. Catherine est figée. Oui, juste pour rebondir très rapidement sur ce que disait Gilles et ce qu'a dit ensuite Bernard, je suis entièrement d'accord qu'il ne faut surtout pas regarder le monde en noir et blanc, et il n'y a pas les méchants médias détenus par des industriels et les gentils indépendants. Et bien évidemment qu'il y a des questions idéologiques qui peuvent se poser d'ailleurs partout. Il y a objectivement, je pense, peut-être plus de pression éventuellement de l'actionnaire. Et voilà, moi je ne donnerai pas d'exemple, mais j'ai vécu parfois des pressions pour ne pas parler de certains sujets dans des presses qui étaient donc détenues par des industriels. Ça, je l'ai vécu, je pense que n'importe quel journaliste pourrait dire la même chose. Il y a toujours moyen de résister, ce n'est pas toujours facile, mais c'est toujours possible. Et je pense qu'il y a aussi des pressions idéologiques dans des médias qui peuvent être, qui ont un angle, je dirais, bien défini. Mais en fait, c'est une question, pour revenir à ce qu'on disait, d'éducation au départ, d'éducation au discernement. Ça demande d'avoir effectivement cette capacité de continuer à essayer de penser par soi-même tout en restant ouvert, tout en ayant eu un discernement qui, à mon avis, remonte très souvent dans l'enfance, même si c'est rattrapable, c'est-à-dire la capacité à être entendu, écouté, de penser en tant que personne. Et ensuite, en tant que journaliste, on a évidemment toute la gamme des personnes, et c'est très souvent le journaliste lui-même qui a parfois des a priori sans le savoir. Donc, ça demande aussi une capacité de se remettre en question
Et là, je boucle la boucle avec l'éducation. Et pour ce que disait Bernard, je pense en effet qu'il est frappant, notamment pour la France. On a une certaine vision de la santé et de la médecine. Or, dans d'autres pays, on est en effet plus ouvert à différents types de traitements. Et enfin, je pense qu'en tant que journaliste, on devrait toujours être capable, en tout cas, d'expliquer qu'il existe des alternatives, sans forcément dire ce qu'il faut en penser. Voilà. Donner tous les points de vue, rester sur l'explication factuelle des choses et des différents points de vue, alors qu'on tombe parfois et souvent dans de l'opinion. On a la chance d'avoir Sadia, notre cuisinière afghane, dans cette agora. Quelle est ta vision à toi des médias de Parlement? Bonjour à tout le monde. Alors moi, ma vision de médias, mon Dieu, c'est restreint. C'est restreint parce que je paye malheureusement une redevance télé de je ne sais combien de temps alors que je ne le regarde pas. Je regarde uniquement, sincèrement, Arte, de temps en temps France 5, et puis comme j'ai des enfants, un petit peu Gulli, mais sinon je ne regarde pas du tout. Et c'est vrai que moi j'ai zéro confiance aux médias, aux médecins aussi d'ailleurs, mais les médias, parce que j'ai l'impression qu'ils sont payés, en fait, c'est même pas une impression, je pense que ça doit être sûr, ils sont payés par les plus grands pour nous faire avaler tout ce qu'on veut, et malheureusement, beaucoup de gens, ils sont rentrés dedans, quoi, et il n'y a pas moyen de les démordre parce que la télé a dit, voilà. Je sais pas, je trouve que non, il y a, à la télé, vraiment au niveau information, il n'y a que je sais pas comment dire, il n'y a pas de journalisme libre qui exprime correctement au fait les choses, les informations. Quand je vois qu'il y a une espèce de banderole avec des morts et des machins sans arrêt, c'est sûr que ça angoisse beaucoup de gens. Et puis derrière, ils sont là à avoir peur des gens. En fait, j'ai l'impression qu'on a voulu créer au fait quelque part cette peur pour qu'on puisse nous mettre la main dessus encore plus facilement et puis nous faire avaler tout ce qu'on veut, quoi. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éveil. Et idéalement, toi, en tant que citoyenne, ce serait quoi un média libre, indépendant et parfait pour toi? Ça veut dire qu'on nous informe correctement, avec des chiffres, avec des appuis, avec des preuves, avec des tas de choses. Par exemple, je ne sais pas, pour en parler de ce vaccin qui va bientôt arriver, que tout le monde va être vacciné, moi je suis désolée, comment on peut faire un vaccin en si peu de temps alors qu'on met des vaccins tant de temps à faire un vaccin, quoi. Comment ça se fait que ça va si vite? Pourquoi est-ce que il y a plein d'informations de partout et sincèrement, je suis paumée. Après, je fais mon choix de ne pas regarder TF1 et je ne sais quoi et je ne sais quoi, parce que je sais que c'est des médias qui sont achetés par les plus gros et qui nous font avaler tout ce qu'on veut. Mais sincèrement, je sais pas, il faudra que les journalistes, même les journalistes, j'ai l'impression qu'ils sont payés pour se taire. Carrément. Alors, il y a Anne-Cécile, qui est une journaliste qui a envie de répondre. Anne-Cécile Bras de RFI. Pas tous, bien sûr, pas tous. Vous ne pouvez pas vous battre, vous êtes loin. On va se battre, bien entendu. Je ne veux pas blesser quelqu'un, je ne veux pas blesser les journalistes. Mais enfin, c'est ma fond de pensée. Moi, je ne suis pas journaliste, je suis qu'un simple citoyen, une simple citoyenne, mais qui tient à la vie, à la beauté de la vie, à la nature, à l'être humain, au fait, parce qu'on n'est que l'être humain, c'est beau, on peut tellement vivre dans l'harmonie que, je sais pas, j'ai l'impression qu'on est en train de nous détruire depuis des années. Et ils arrivent bien. Voilà, pas sur tout le monde, heureusement. Voilà. Alors Anne-Cécile. Je pense que ce que vous exprimez et ce que pensent beaucoup de gens, c'est une partie de la vision de l'opinion. Après, quand vous dites que les journalistes sont payés pour se taire, moi pas je tous. suis à la radio, donc je suis payée pour parler, pas pour me taire, justement. Et en plus, je travaille dans un média de service public, puisque ça s'appelle Radio France Internationale. Donc c'est, ah oui, RFI, d'accord. Voilà, c'est l'État. Ouais. Je m'occupe de l'émission Environnement de RFI. Et par exemple, ce que vous dites me fait penser à quand on va en Afrique, par exemple, où on a un gros bassin d'audience, l'Afrique francophone.
où à chaque fois on nous dit, ouais, de toute façon, parce qu'on a toujours des débats avec les auditeurs, vous êtes la voix de la France, c'est Emmanuel Macron votre rédacteur en chef, et puis vous dites que ce qu'il veut que vous disiez, et vous n'avez aucune liberté de penser, etc. Bon. Et ce n'est exactement pas du tout le cas. C'est-à-dire que moi, j'ai par exemple 2 heures d'émission, je fais exactement ce que je veux dans ces émissions, je suis rédactrice en chef de ma tranche et je n'ai jamais eu de directive de quoi que ce soit. Ça m'est arrivé de critiquer la façon dont Areva exploite les mines au Niger, qui sont des purs scandales. Bon, Areva, maintenant, ça ne fait plus Areva, mais c'était un point sensible pour l'État. Et ben, sur une radio comme RFI, j'ai pu faire des reportages là-dessus et en parler sans problème. Oui, Donc bien sûr. après, je pense que quand vous dites « on nous manipule »,« ils veulent », alors je ne sais pas qui est ce « on » et qui est ce « il ». Mais... en fait, les gens qui regardent ces chaînes tout le temps, les chaînes nationales… ça sont les spectateurs, pas ceux qui produisent alors. Ceux qui produisent, pour moi, ils disent n'importe quoi. C'est pas forcément toujours justifié et vrai. Donc, du coup, tous ces gens-là qui les regardent, parce qu'il y en a plein, je rentre dans un aire d'autoroute pour aller, je sais pas, faire pipi, je vois qu'ils sont en train de mettre BFM TV, mais en boucle. Dans un magasin, on attend, c'est en boucle. Donc, forcément, les gens, ils captent ce qu'ils voient, malheureusement. Moi, non. Mais il y en a beaucoup qui captent. Les personnes âgées sont inquiètes. Voilà. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, la pluralité des médias fait que si on veut s'informer, on peut le faire et que ce n'est pas de la paresse aussi? C'est-à-dire que c'est compliqué de tout mettre, je trouve, aussi sur le dos des médias. Certes, il faut critiquer et il ne faut pas tout gober, mais je pense qu'il y a aussi un enjeu de volonté citoyenne ou pas de s'informer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut quand même ne pas que boire le 20h de TF1 ou BFM TV en continu. On peut aller avec notre téléphone sur des sites différents. On peut comparer les informations. On peut essayer de voir les sources. Aujourd'hui, on a accès quand même à une variété de médias qui est colossale. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas des médias qui sont orientés. Bien sûr qu'il y a des médias qui sont orientés. Mais est-ce qu'on n'a pas chacun, et là je ne me mets pas du tout en rôle de journaliste, je me mets en tant que citoyenne, est-ce qu'on n'a pas chacun un rôle à jouer si on veut vraiment être bien informé, à faire des choix de qualité pour avoir accès à une information de qualité? Personne ne vous force à regarder BFM TV si oui, bien sûr. C'est pas fiable, quoi. Bien sûr, bien sûr. Mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais le problème, c'est que, oui, il faut refaire peut-être l'éducation de ces gens, je ne sais pas. Mais moi, à la télé, le peu que je peux regarder, sincèrement, il n'y a que Arte qui propose des choses qui sont intéressantes, des émissions qui nous apprennent. Pour les enfants, ça les rend abrutis. Autant pour les autres personnes qui regardent sans arrêt les téléréalités qui ne veulent rien dire. Je trouve que ça les rend abrutis. Et du coup, plus on est abrutis, plus on regarde et on gobe n'importe quoi. Mais comment on fait pour justement rééduquer ces gens? Est-ce qu'on ne peut pas mettre une autre petite chaîne à côté, un peu divertissant, mais en même temps faire passer la vraie information? Je ne sais pas. C'est la question du débat et de choix de l'information. Ce qu'on choisit, ça va dans notre consommation. Quand on dit qu'on achète, on a un pouvoir avec notre carte de crédit dans ce qu'on achète. On l'a aussi dans la formation qu'on achète et qu'on choisit. Je te coupe, Sadia, je suis désolée parce qu'il y a 10 minutes. Que Muriel et Anne-Sophie ont envie de réagir, que Gilles a parlé du baromètre TNS, Sofres, La Croix-Cantar. Je remets tous les sans problème dans le commentaire et qu'il faudrait on parle de son livre. Donc avant de laisser la parole à Gilles qui conclura, je pense, dans quelques minutes cette agora en parlant de son livre, Muriel et Anne-Sophie avaient envie de réagir à ce qui s'est dit et avaient demandé la parole. Ça sera très rapide en fait, mais parce que c'est un mot qui me tient vraiment à cœur. Vous l'avez soulevé toutes les deux, Sadia et Anne-Cécile, par rapport à cette responsabilisation en fait. On a effectivement en tant que consommateur d'informations le devoir et la responsabilité de choisir nous nos sources d'informations, mais
pour l'avoir vécu aussi, il y a aussi une notion qui est réelle, hein, Anne-Cécile, pardon, tu ne pourras pas me contredire, c'est que selon les médias auxquels, moi en tous les cas, qui fais des documentaires, je m'adresse, il y a aussi ce mot qu'on me renvoie souvent qui est celui de culpabilisation. On me dit, il y a quand même des choses qu'on ne peut pas dire sur certaines chaînes ou sur certains horaires, parce que ça va culpabiliser les gens. Et donc, moi, chaque fois, je renvoie ce mot que vous employez toutes les deux, qui pour moi est essentiel et qui est quand même la clé de voûte de beaucoup de problèmes, c'est la responsabilisation. Et le fait de dire aux gens la vérité, ça ne va pas les culpabiliser. Il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Le monde va mal, très mal. Et aujourd'hui, il est très important de les responsabiliser tous face à cette situation-là. Elle n'est pas culpabilisante. Il faut juste à ce moment, aujourd'hui, qu'on prenne tous à notre échelle, nous, médias, on est en train d'en parler, mais tous en tant que consommateurs et participants à un modèle de société, qu'on prenne nos responsabilités. Je cite juste cet exemple-là. On essaye de faire des films sur la déforestation. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, Lauriane, quand on parle de changement climatique ou quand on parle de déforestation, on parle de choses mais qui vont tellement loin. On met face, quand on sort des chiffres liés au changement climatique, à la disparition des espèces, à la déforestation, on met les gens face à des chiffres qui sont étouffants. On ne peut juste rien faire. Sauf que quand on commence à expliquer simplement en fait les raisons pour lesquelles on déforeste, pour de la monoculture intensive, de l'élevage massif, de bétail qu'on va nous-mêmes consommer au final dans notre assiette, peut-être que là il y a moyen assez facilement, de manière en vulgarisant l'information comme on dit, de ramener les gens à quelque chose qui pour moi est essentiel, c'est une responsabilité. Et ça voilà, c'était juste pour dire que même quand on a envie de dire des choses, il y a toujours ce mot-là qui est une espèce de chape de l'information où on nous dit attention, vous allez culpabiliser les gens. Et ça, j'essaie de me battre contre ça parce que moi, je crois que les gens sont intelligents, responsables et qu'il est temps de les associer aussi à tous ces discours-là. Voilà. Moi, je peux rebondir là-dessus aussi, en fait, dans le sens où je pense aussi qu'il ne faut pas prendre les gens pour des cons, en fait. Et trop souvent, moi, je me garde bien de juger parce que dans l'enquête que j'ai menée, il y a des gens qui ont des boulots très chiants, qui rentrent le soir et qui ont juste besoin de se vider la tête et que quand ils mettent Hanouna sur C8, ils savent qu'ils sont en train de regarder quelque chose qui n'est pas vraiment intéressant, pas très intelligent, mais voilà, ils en ont besoin. Je veux dire, c'est comme manger un McDo ou un burger de temps en temps. On sait que c'est la junk news ou quelque chose qui est pas terrible, mais voilà. Et d'autres, à l'inverse, ont envie de se nourrir le soir et vont allumer Arte, regarder des documentaires. Et moi, dans ma démarche, j'ai essayé de ne pas juger là-dessus. Et je pense que c'est comme pour la bouffe, en fait, on peut avoir des très bons régimes et parfois se faire des écarts et c'est pareil sur ce qu'on se met dans la tête, en fait. L'essentiel, c'est de le faire en conscience. Le Clémy, qui est l'organisation qui en France fait de l'éducation aux médias depuis une trentaine d'années, a vu son activité exploser depuis les attentats de Charlie. Donc en fait, il y a énormément d'associations aussi d'éducation aux médias qui se sont créées, énormément de médias et de journalistes qui ont créé des associations pour intervenir. C'est aussi une façon de fidéliser très jeunes des publics à un média d'ailleurs, au passage. Mais Google s'y met, Facebook s'y met aussi. Enfin voilà, il y a des gros enjeux à ce niveau-là. Mais je pense aussi qu'il ne faut pas se concentrer uniquement sur les jeunes. Et dans les médias Le Monde et Nous, donc le bouquin là, que j'ai publié en octobre, je propose même un petit régime informationnel pour en fait proposer aux gens justement de réfléchir à ça. Donc ça part d'une idée qu'en 21 jours, on peut essayer de changer d'habitude. Et donc, les 5 premiers jours, je suggère de couper tous les flux d'informations et de voir comment on se sent avec ça. Parce que les informations importantes nous viennent quoi qu'il arrive. Et on peut juste voilà, être dans le ressenti de je suis en manque, je ne suis pas en manque. Voilà, observer ça, voir si on va mieux, si on va moins bien, et ensuite réintroduire par la séquence de 2-3 jours différents médias, commencer par la radio, puis ensuite la télé, puis après la presse écrite ou le web ou les podcasts, etc. Et se
concocter comme ça un petit régime informationnel différent. Et j'ai eu de très très bons retours en fait des lecteurs à ce sujet, parce que c'est une façon de faire une espèce de pas de côté, et surtout, comme le soulignait Sadia, de se dire bon, en fait, il n'y a pas que BFM TV et l'info en continu, il y a plein de choses par ailleurs, mais souvent on a une méconnaissance de ces supports. Et il est important aujourd'hui en effet d'expliquer que il y a certes les grands médias possédés par des grands propriétaires, mais dans ces médias, il y a aussi de bonnes émissions et de bons journalistes. Là-dessus, moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais il y a aussi toute une presse indépendante, par ailleurs, qui essaye de vivre, et elle fera bien son travail si nous, en tant que consommateurs d'infos, on la soutient également. Ouais, je soutiens. Ça s'appelle. Il y a une plateforme qui a été lancée pour dire, et un hashtag soutenons la presse locale, pour soutenir tous les médias locaux qui ont pu souffrir pendant ce Covid. Et pour rebondir à ta cure de désintox que tu proposes, l'OMS a recommandé pendant la crise du coronavirus de se déconnecter des infos en continu. Donc, ce que soulignait Sadia sur les chaînes d'infos en continu, même l'OMS a reconnu que c'était pas forcément bon à la santé. Il nous reste 4 minutes. Moi, j'ai envie que ce soit Gilles qui conclue, mais quand même, on a Geneviève et Chouki qui sont. Non, vous ne voulez pas prendre la parole? C'est quand même l'équipe des dialogues qui est là, et Geneviève qui a cofondé les dialogues. C'est juste pour vous soutenir à fond, parce qu'on a vraiment besoin d'une presse et de médias libres. Et nous, on est des consommateurs de médias libres. Voilà. Ouais. Bravo. Oui. Voilà, c'est super. C'est innovant. Merci. Eric, tu veux partager tes dessins? Et puis, on laisse la parole à Gilles sur le livre que tu viens de sortir et ton point de vue sur la presse. Alors, pour résumer, il y a donc 2 types de journalistes. Il y a le journaliste à qui on envoie un dossier de presse et qui fait du copier-coller. Donc, il y a le premier, c'est CTRL-C, CTRL-V. Et le deuxième, c'est pomme C, pomme V. Voilà les 2 types de journalistes. Et puis après, il y a vous. Ça fait 3. Heureusement, il y en a encore des autres. C'était pour répondre à ce que disait Muriel Sibilla tout à l'heure. Oui. Et voilà. Et alors, le deuxième type, il y a 2 types de journalistes. Ceux qui sont payés pour dire des conneries et ceux qui sont payés pour se taire. Et les autres. Ça laisse une petite marge, un petit espoir. Tout à fait. Choisissons bien et soutenons ce qu'on a envie de voir dans les médias. Encore une fois, on ne peut que le répéter. Gilles, tu as la lourde tâche de conclure, mais peut-être nous donner le titre de ton livre déjà, qui est très inspirant. Ça s'intitule « Imaginez le monde de demain, le rôle positif des médias ». Alors, vous pourrez traduire par « potentiellement positif des médias ». J'adore le dessin, le dernier dessin là, sur évidemment l'idée de dépasser le côté binaire des choses, c'est très important. Alors, je ne veux pas avoir la prétention de conclure sur quoi que ce soit, mais juste en vous disant, dans ce livre, moi, ce que j'ai essayé de faire, dans le prolongement du travail qui avait été initié par Anne-Sophie, puisqu'on a le même éditeur, la même éditrice chez Actes Sud, c'est d'aller faire un tour de France et un tour du monde des bonnes pratiques en matière de journalisme inspirant et impactant. Et en fait, c'est là que je me suis aperçu, par exemple, que dès 1993, il y a un présentateur de la BBC qui avait poussé un coup de gueule, Martin Lewis, pour dire je n'en peux plus de présenter des choses hyper anxiogènes alors qu'elles ne reflètent pas le monde tel que je le vois quand je sors dans la rue, ou pas exactement. Et donc, ça a failli lui valoir sa place. On l'a menacé de le virer, tout simplement. Et aujourd'hui, la BBC a fait beaucoup de chemin. Il y a tout un tas de programmes passionnants et très constructifs. Mais pour vous dire, voilà, il y a partout dans le monde des gens qui se posent les questions, évidemment, de toutes les questions qu'on évoque ici sur le rôle des médias, et notamment le rôle pour donner envie d'agir aux gens, donner les moyens de comprendre le monde pour pouvoir se projeter et agir. Et les bonnes nouvelles, il y en a partout. Vous avez peut-être en tête l'expérience Nice Matin. Nice Matin, ils nous disent que depuis qu'ils sont passés au numérique, en créant des rubriques solutions, le temps de lecture de ces articles a été multiplié. Les vidéos sont parfois jusqu'à 17 fois plus regardées. Qu'il y a des retours de téléspectateurs, et en l'occurrence de lecteurs, qui sont beaucoup plus qualitatifs. On arrive à créer du débat plutôt qu'à envenimer les choses
en essayant de monter les choses contre les autres. Voilà, il y a plein d'exemples, et que ce soit dans des médias de grande audience et même dans des JT parfois. Je n'oserais pas citer le JT qui fait SOS Village, mais qui fait du bon boulot malgré tout, en connectant des artisans, des commerçants qui partent à la retraite et qui cherchent des gens qui vont reprendre leur commerce. Ça, c'est plusieurs milliers de gens par an qui sont connectés. C'est intéressant. Et puis, il y a des médias, des journalistes indépendants. Je pense à Cécile Allegra, par exemple, qui fait un travail formidable. Elle s'intéresse à l'esclavagisme en Érythrée. Et au-delà de son rôle de journaliste, à Conques, elle organise chaque été des rencontres avec des Érythréens, qu'elle accueille des migrants érythréens en France, et elle leur fait rencontrer des artisans à Conques. C'est peut-être ce beau village de Conques, un des plus beaux villages de France. Voilà, donc il y a des notes d'espoir pour un journalisme engagé dans les solutions et dans l'aspect constructif des choses, et vous le savez mieux que quiconque, puisque vous êtes tous plus ou moins engagés dans cette démarche, chacun avec votre regard, votre pratique, vos expériences. Voilà ce que je peux dire, en fait, que j'ai vu dans ce livre. Il y a Hervé qui a son micro ouvert, du coup on vous entend, Hervé, par moment. Est-ce que vous aviez envie de prendre la parole ou... Non, c'est une erreur et que j'ai moi. Je vous en prie. Super. C'est une note positive. Je trouve ça plutôt bien de finir sur l'idée que même si on ne sait pas les conséquences qu'auront les actions médiatiques qu'on mène, au moins espérer qu'elles fassent agir. Alors Geneviève est en train de s'en aller. On peut dire au revoir à l'équipe des dialogues. Il y a d'autres agoras. Vous retrouverez le programme des autres agoras des dialogues sur leur site internet. Est-ce qu'on refait un petit tour, un petit mot de conclusion, chacun un mot ou une phrase très très courte pour conclure et un message à passer, en reparlant aussi de ce que vous faites, qu'on puisse retrouver peut-être votre site internet ou votre émission à chacun. Moi, je veux bien. Alors, vas-y, Sadia. Moi, je suis cuisinière, donc Kaboul-Lyon, cuisinière d'ici et d'ailleurs. Donc, c'est un mélange de Kaboul et de Lyon. J'ai le projet de créer un éco-village de femmes et de migration, dans laquelle, au fait, on tiendra compte de tous les besoins de ces femmes qui arrivent et des femmes qui sont déjà ici. En prenant en compte, je sais pas, une crèche, la permaculture, un petit village autonome. Mais voilà, par exemple, je trouve personne pour qu'on puisse parler de ça et que je puisse, je sais pas, que je trouve des gens qui ont les mêmes projets pour qu'on puisse se mettre en commun pour créer un village qui rayonne. Voilà. Alors, si vous avez envie de monter un projet avec Sadia, c'est Kaboul-Lyon, Kaboul et Lyon, les deux villes accrochées. On avait avec nous aussi Catherine André de Vox Europe. Est-ce que tu veux conclure avec un petit mot, Catherine, ou pas du tout? Pas du tout. Si, enfin conclure, je sais pas, peut-être ouvrir en fait pour dire que ça fait toujours du bien d'échanger entre personnes de la même profession et pas que de la même profession, puisque je pense à Sadia, c'est toujours intéressant chaque échange est riche et constructif, et moi continue à m'aider dans ce chemin pas si facile que ça de l'information, parce qu'on se remet aussi beaucoup en question. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Vox Europe, qui est un tout jeune média, donc première coopérative européenne de presse, donc c'est voxeurope.eu, puisqu'on a un nouveau site internet depuis, malheureusement, qui est sorti juste au moment du déconfinement. Je pense qu'on ne peut pas faire pire comme moment de lancement, et une offre d'adhésion qui permettrait de garder le site en accès libre, sachant qu'on y trouve beaucoup d'alternatives d'ici et d'ailleurs, de réflexions, d'interviews. Voilà, on essaie de faire du bon boulot. Voilà, merci pour ce temps partagé. Merci à toi d'avoir été là. Anne-Cécile, tu as ton micro ouvert. Est-ce que tu veux rappeler? Pardon, je n'ai pas fermé. Avant d'ouvrir et de fermer. Écoutez, moi d'abord, merci pour cet échange parce que c'est vivifiant. C'est vrai qu'on est parfois un peu seul face à la page blanche à choisir ce qu'on met dans ces émissions. Donc moi, c'est l'émission C'est pas du vent sur RFI. Et c'est vrai qu'on a tous des doutes, mais aussi, et je pense qu'on l'entendait dans cette table ronde, des envies, quoi. On a tous à notre niveau envie de participer un peu à
à faire changer ce monde qui est en transition et qui bégaye un peu sur l'ancien monde. Et on n'a pas envie de faire partie de ceux qui bégayent, mais plutôt ceux qui impulsent le changement. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma conviction. Et ça fait plaisir. Bon, je connaissais un petit peu les personnes, je ne découvre pas, mais ça fait du bien quand même toujours d'échanger ensemble. Et je pense que à partir du moment où il y a de plus en plus de gens qui sont formés, puisqu'on a quand même pas mal parlé de la formation, qui chaussent les lunettes de la réalité sur l'état du monde, on va emmener avec nous de plus en plus d'auditeurs, de téléspectateurs, de lecteurs, et donc développer par ricochet un esprit critique. Enfin, moi, en tout cas, c'est ma conviction. C'est peut-être un peu naïf, mais je pense que malgré tout, plus les gens sont informés de façon fiable sur l'état du monde, plus ils s'approprient cette situation un peu catastrophique, plus ils ont envie que ça change. Et comme on voit que c'est toujours les citoyens qui sont en avance sur les lois, je pense que les citoyens sont souvent en avance sur les médias, et que si l'offre médiatique ne bouge pas, les citoyens feront le tri. Enfin, voilà, ce sera ma conclusion. Ta conclusion, super, merci. Muriel Barin pour la Tosansi Production, ton mot de la fin. Déjà, un grand merci de m'avoir invité. Merci à tous pour ces discussions. Pour répondre peut-être à la fois à ce que tu disais, Anne-Cécile, et ce que disait Sadia, effectivement, et donner la parole aux citoyens. Sadia, peut-être je vous invite à regarder, à ceux qui s'intéressent aussi, le site Un autre chemin.tv, en fait, qui est le site d'une série documentaire que j'ai faite donc, sur les gens qui ont créé, comme vous êtes en train de faire, un éco-hameau, et qui sont directement dans l'incarnation de ce fameux changement de paradigme, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est effectivement ça. Je pense que tout est là, tout est déjà en place. Mobilisons-nous de plus en plus pour mettre des coups de projecteur et raconter une nouvelle histoire positive qui donne envie d'aller de plus en plus vers ces mouvements positifs, d'une nouvelle vie, d'un nouveau modèle de société. Voilà. Génial, génial. Christine Jahi avait envie de dire quelque chose. On ne vous a pas vu, vous êtes arrivé un petit peu tard. On est en train de conclure, donc on a peu de temps, mais vous avez envie... Je sais. Mais je sais que je suis arrivée un peu tard parce que j'étais prise dans des soucis de famille. Donc, j'arrive que maintenant. Et je voudrais faire un petit coucou à tout le monde, et en particulier à Catherine André. Eh ben, on vous fait J'ai eu du plaisir de vous voir. Vous lui dites que je l'appellerai après. Elle vous voit, elle vous entend. Voilà. Bonjour Christine, je t'ai mis un petit mot là, il faut que tu répondes. Oui, j'ai vu. On va s'appeler. Je suis à Lyon, je suis coincée à Lyon, je voulais aller au Bénin, mais il n'y a pas d'avion pour le moment, donc je suis là. Ah oui. Super, on vous laisse discuter ensemble. J'aurais bien voulu participer à l'Agora, mais je n'avais vraiment pas la possibilité d'être là. Super. Voilà. Alors, à qui c'est à dire deux mots de la fin? Il reste Anne-Sophie qui n'a pas dit son mot de la fin, et Muriel Sibilla, et puis Corinne. Ah oui, il reste plein de monde. Alors, un petit mot de la fin, Anne-Sophie. Moi, profitez-en ce soir. Les Dialogues en Humanité organisent la projection des médias du Monde et moi. Je crois que c'est à 19h30. Tout est sur le site. Donc, si vous voulez voir le film, si vous ne l'avez pas déjà vu, profitez-en. Et moi, j'ai aussi un site web, si vous voulez vous tenir un peu au courant de ce qu'on fait autour de cette enquête. C'est lesmediaslemondetmoi.com. Voilà. Et la projection du film de Muriel demain à 20h aussi, un autre chemin, dans le cadre des dialogues. Corinne Ducré, vous aviez envie de conclure avec votre équipe? Alors, je ne sais pas si l'équipe a envie de conclure. Donc, un grand merci parce que voilà, c'est très vivifiant, très enthousiasmant. Moi, je souhaitais aussi vraiment vous dire bravo parce que voilà, il se passe des choses. Et puis peut-être dans une note plus positive, parce que je regardais hier, on fêtait les 70 ans du JT, justement. Et quand on voit ce qu'était le JT à cette époque-là, on peut dire très clairement que les choses ont évolué vers plus de pluralisme et plus de qualité d'information. Donc, ça me paraît aller dans le bon sens. Et pour reprendre les termes importants de responsabilité, de participation citoyenne, de changer l'imaginaire, le récit, voilà, ceux qui ont envie de se joindre à notre projet de Transiton,
Donc, c'est une idée très simple, hein, c'est d'adapter le modèle du Téléthon sur toutes les questions de transition écologique et solidaire. Ben, vous êtes les bienvenus. Voilà. Et très bel été à toutes et à tous. Super, merci beaucoup. Bernard, ton mot de la fin? Bon, donc moi, je ne connaissais pas du tout Dialogue en Humanité, donc je suis ravi de voir qu'il y a plein d'initiatives positives qui se prennent. Et je vais faire attention, là, je suis en train d'écrire mon prochain film qui s'appelle Covid-19, l'infodémie. C'est d'ailleurs un terme qui a été inventé par l'OMS. Faire attention à avoir un regard positif et pas toujours critique. Voilà. Conclure, avoir les deux, avoir les deux. Gloria, juste te demander un petit truc, si tu pouvais mettre les liens de chaque… Alors, peut-être, je ne les ai pas tous, mais je pense que chacun a le sien. Donc, mettre chacun le sien dans le chat à côté que vous voyez tous. Chacun mettre Gilles, c'est Reporter d'Espoir, Muriel Barra, c'est l'Auto-Censure, Anne-Cécile Bras, RFI, Catherine Ambré, Vox Europe, toi, Caboulion. Ah, il faut que je parle de moi. Moi, c'est Tout va bien. Tout va bien, journal.org. On fait de l'éducation. Où est-ce qu'on voit ça? Alors, il faut cliquer sur Converser en bas de l'écran et il y a un chat qui apparaît à droite. D'accord. Et donc, par exemple, je vais mettre le site web de Tout va bien. Oui, mais vous avez mis les liens où? Ah, d'accord. On va le mettre. Chacun va mettre son lien. Chacun met le sien. Voilà, moi, je viens de mettre celui de notre média de solutions dans le chat. Il y a Muriel Sibila qui voulait conclure aussi depuis tout à l'heure. Ah, voilà. Super. Oui, les liens apparaissent dans le chat. Ah, génial. Oui, tout d'abord, merci pour cet échange. C'était vraiment chouette. Moi, je voulais dire juste deux choses. Bon, la première, c'est qu'effectivement, là, je travaille de plus en plus pour ce magazine qui s'appelle UN Today, qui est un magazine qui est distribué au personnel des Nations Unies sur Genève et dans le monde. Qui est publié à 12 000 exemplaires et qui va aussi dans les missions diplomatiques, chez les politiques genevois et de Suisse romande. J'en parle simplement parce que je peux y défendre des tas de sujets et notamment là j'ai fait un article justement sur le dialogue en humanité, c'est-à-dire je peux apporter des éclairages qui ne sont pas habituels dans ce genre de magazine. Et ça, c'est intéressant et c'est un peu un défi aussi par moment. Je peux aussi faire des tas de choses sur la question de la médecine parce que je préside le Club Santé Bien-être des Nations Unies qui a notamment pour objectif de proposer des visions un peu différentes de la médecine. Donc, à un certain moment, on a fait des conférences qui ont attiré pas mal de monde sur l'acupuncture, sur la médecine indienne, sur la chromatothérapie, etc., etc. Voilà, ça, je voulais juste donner cette information. L'autre chose, et très rapidement, c'est que moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, après tout un parcours, c'est de trouver les moyens de parler à des gens qui ne pensent pas comme moi, d'amener toutes ces problématiques et toutes ces questions là où les gens n'ont pas accès à ce type d'informations, là où ça ne les intéresse pas forcément, et de trouver les modes de communication qui peuvent être très divers, pas forcément purement de la presse écrite, de toucher ces personnes-là. Parce que sinon, l'entre-soi me fatigue et me donne un sentiment un peu, même si c'est toujours très bien d'être entre soi pour se renforcer mutuellement, ça je néglige et je ne méprise pas ça du tout, au contraire. Mais moi, j'ai besoin de sortir de ça à intervalles réguliers. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que dans ma vision du journalisme aujourd'hui, c'est vraiment d'ouvrir des fenêtres sur le monde, que ce soit le monde local ou le monde mondial. Et par exemple, c'est l'une des choses qui m'a beaucoup manqué dans le cadre de la couverture du Covid, c'est que c'était auto-franco-centré et que moi-même, qui sais chercher de l'information, j'ai quand même eu du mal à comprendre et à mesurer ce qui se passait en Inde, au Bangladesh, en Grèce ou en Turquie. En Turquie, si on en a parlé. Mais voilà, c'était compliqué. Donc, si pour moi c'était compliqué alors que je dispose des outils pour me procurer de l'information, je n'ose même pas imaginer ce que ça pouvait être pour ceux qui ne savent même pas qu'on peut chercher de l'information. Voilà, ça sera mon dernier mot. Et de toute façon, les enjeux aujourd'hui sont globaux, hein, donc c'est important. Super, vous êtes en train de vous échanger les mails et les sites web dans le chat. Fatou vient d'arriver du Sénégal, on est en train de conclure, on a 15 minutes de retard, on va céder la place.
Et on finit. Oh, Eric qui fait notre pub pour finir. C'est pas mal. C'est un vieux TVB. Enfin, il a 4-5 mois, ça y est, il est déjà vieux. Oui, puisque Eric qui nous a fait les dessins directs et qui fait des dessins directs, donc Eric Grelet, dessindirect.com fait aussi les illustrations et les dessins dans notre média de solution. C'est un super mot de la fin, ça, Eric. Merci à tous d'avoir été là, d'avoir participé. Merci à tous pour ce que vous faites. Merci tout le monde. Et puis, soyons acteurs du changement, qu'on soit journaliste ou citoyen. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Au revoir tout le monde. Au revoir. Ciao. Lauriane? Ah ouais.